Chapitre 8. Guide de négoce. Au déclin de l'été, les pirates redoublèrent d'efforts pour s'emparer de la plus grande longueur des côtes de Béarn avant l'arrivée des tempêtes d'hiver. Une fois les ports principaux en leur possession, ils pourraient frapper à loisir tout le long du reste des six duchés. Aussi, bien qu'ils eussent lancé cet été-là des attaques jusque dans le duché de Orphon, consacrèrent-ils toutes leurs énergies, quand les beaux jours vacillèrent, à s'approprier la côte de Béarn. Leur tactique était singulière. Ils ne cherchaient pas à prendre les villes ni à en capturer les habitants. Leur unique objectif était la destruction. Les villes saisies étaient brûlées de fond en comble, les gens tués, forgisés ou mis en fuite. Certains gardaient en vie pour servir d'ouvriers, étaient traités moins que des bêtes, forgisés quand leur maître n'avait plus besoin d'eux, voulaient s'amuser. Les pirates s'installaient dans les abris rudimentaires, dédaignant les maisons dont ils auraient pu s'emparer au lieu de les incendier. Ils ne fondaient pas de colonies, mais postaient simplement des garnisons dans les meilleurs ports afin de s'assurer qu'ils ne fussent pas repris. Orphon et Ripon apportèrent à Béarn toute l'aide possible. Cependant, ils avaient eu ils avaient eux aussi des côtes à défendre et ne disposaient que de faibles moyens. Le duché de Serre se débrouillait comme il pouvait. Le seigneur Briand avait compris tardivement que pour sa protection, Serre se reposait sur ses territoires frontaliers. Mais il avait jugé qu'il n'était plus temps de sauver cette ligne de défense, et il employa ses hommes et son argent à la fortification de Castelcerre proprement dit. En conséquence, le reste du duché ne disposait plus comme rempart que des habitants eux-mêmes et des troupes irrégulières fidèles à l'impatience. Béarn n'attendait nul secours de ce côté, mais acceptait avec reconnaissance toute aide qui se présentait sous le signe du lierre. Le duc Brondy de Béarn, qui, depuis longtemps n'était plus dans la fleur de l'âge en tant que guerrier, affronta le défi des pirates, l'acier à la main. Un acier aussi gris que ses cheveux et sa barbe. Sa résolution ne connaissait pas de bornes, et il n'eut aucun remords à dépenser sa fortune personnelle ni à risquer la vie de sa famille dans son ultime effort pour protéger son duché. Il trouva la mort en tentant de défendre son propre château, Castelonde. Mais ni sa disparition ni la chute de Castelcerre n'empêchèrent ses filles de reprendre le flambeau de la résistance contre les pirates. À force de rester roulé dans mon baluchon, ma chemise avait pris une forme bizarre. Je l'enfilai néanmoins, le nez froncé à cause de l'odeur. Il s'en dégageait un léger effluve de feu de bois mêlé à celui, plus fort, du moisi. L'humidité s'y était mise et j'essayais de me convaincre que le grand air la débarrasserait de son fumet. J'arrangeais tant bien que mal ma chevelure et ma barbe, c'est-à-dire que je me brossais les cheveux et les nouais en queue de cheval, et que je me passais les doigts dans la barbe pour la peigner. Je détestais cette masse de poils sur mes joues, mais j'avais encore plus horreur de perdre mon temps à les raser chaque jour. Je quittai la rive où j'avais fait mes brèves ablutions et pris la direction des lumières de la ville. Cette fois, je m'étais mieux préparé. J'avais décidé de m'appeler Jory, ancien soldat qui avait quelques connaissances sur les chevaux et le métier de scribe, mais qui avait tout perdu lors d'un raid des pirates. Je me rendais à Gué de Négoce pour me refaire une vie. C'était là un rôle que je pouvais jouer de façon convaincante. Comme les derniers feux du jour s'éteignaient, de nouvelles lampes s'allumèrent dans la ville au bord de l'eau, et je vis alors que je m'étais fort trompé sur sa taille. Elle s'étendait très loin en route de la berge. J'en ressentis quelque inquiétude, mais je me persuadais que la traversée me prendrait beaucoup moins de temps qu'en faire le tour. Sans œil de nuit sur mes talons, je n'avais aucune raison d'ajouter des milles et des heures à mon chemin. Je relevai le menton et affectai une démarche assurée. La ville était bien plus animée après la tombée de la nuit que la plupart de celles où j'étais passé. Il émanait des gens qui marchaient dans les rues une impression de fête. La majorité se dirigeait vers le centre et, leur emboîtant le pas, je vis des torches, des personnes en habits aux couleurs vives et j'entendis des éclats de rire ainsi que de la musique. Le linteau de la porte d'entrée des auberges était orné de fleurs. J'arrivai sur une place brillamment illuminée. C'était de là que venait la musique, au son de laquelle des fêtards dansaient. Des barriques avaient été sorties et des tables dressées sur lesquelles s'entassaient du pain et des fruits.
À la vue des victuailles, l'eau me vint à la bouche, et, après en avoir été si longtemps privé, je trouvai l'odeur du pain particulièrement délicieuse. Je restai aux abords de la foule, l'oreille tendue, et j'appris ainsi que le capaman de la ville célébrait son mariage, d'où le banquet et les danses. Je supposais que capaman était un titre de noblesse propre à Bauge, et que celui du bourg où je me trouvais était apprécié pour sa largesse. Une femme d'âge mûr, m'ayant remarqué, s'approcha de moi et me fourra 3 pièces de cuivre dans la main. Allez aux tables et restaurez-vous, jeune homme, me dit-elle avec bonté. Le capaman logis a décrété que le soir de ses épousailles, tous devaient se réjouir avec lui. La nourriture est pour tout le monde. Allez-y donc, servez-vous, ne soyez pas timide. Et, se mettant sur la pointe des pieds, elle me tapota l'épaule pour m'encourager. Je rougis d'être pris pour un mendiant, mais jugeais préférable de ne pas la tromper. Si elle me voyait telle, c'est que je devais en avoir l'aspect. Mieux valait donc endosser le rôle. Pourtant, j'éprouvais un curieux sentiment de culpabilité en glissant les 3 pièces de cuivre dans ma bourse, comme si je les lui avais extorquées. Je suivis néanmoins son conseil et allai me placer dans la queue des gens à qui l'on servait du pain, des fruits et de la viande. Plusieurs jeunes femmes s'occupaient des tables, et l'une d'elles me garnit une assiette en bois qu'elle me tendit par-dessus la table d'un geste rapide, comme si elle répugnait au moindre contact avec moi. Je la remerciai, ce qui déclencha quelques gloussements chez ses camarades. La jeune fille eut l'air aussi vexée que si je l'avais prise pour une putain, et je m'éclipsai vivement. Je trouvai un coin de table où m'installer et notai que personne ne venait s'asseoir près de moi. Un jeune garçon qui disposait des chopes et les remplissait de bière m'en donna une, et, curieux, me demanda d'où je venais. Je répondis que je remontais le fleuve à la recherche de travail, et je voulus savoir s'il connaissait quelqu'un qui embauchait. Ah. Il faut que tu ailles à la foire, à l'embauche, à Gué de Négoce. Plus haut sur le fleuve, me dit-il familièrement. C'est à moins d'1 jour de marche. On te prendra peut-être pour les moissons, à cette saison. Sinon, il y a toujours le cirque du roi qui est en cours de construction. Ils engagent n'importe qui du moment qu'on peut soulever une pierre ou manier la pelle. Le cirque du roi, répétai-je. Il inclina la tête. Pour que chacun puisse voir appliquer la justice du roi? À cet instant, quelqu'un agita une chope pour l'appeler, et je demeurai seul, à réfléchir tout en me restaurant. Ils engagent n'importe qui. J'avais donc à ce point l'allure d'un vagabond. Bah, je n'y pouvais rien. En attendant, je me régalais. J'avais presque oublié la consistance et le parfum du bon pain de Froment. Le mélange savoureux de la mie et du jus de viande m'évoqua soudain Sarah et sa cuisine généreuse. À l'heure qu'il était, elle devait préparer des pâtisseries à gué de négoce. Peut-être piquer des épices dans un rôti avant de le placer dans un de ces lourds faits tout noirs et de le couvrir soigneusement pour le laisser mijoter toute la nuit sur les braises. Et, dans les écuries de Royal, Pogne devait effectuer sa dernière tournée, comme Buriche autrefois à Castelcerre, pour s'assurer que chaque bête avait de l'eau claire et que chaque box était bien fermée. Une dizaine d'autres lads de Castelcerre devaient travailler à ses côtés, bien connus de moi qui avais passé des années auprès d'eux sous la férule de Buriche. Royal avait aussi emmené des serviteurs de serre. Maîtresse Pressée se trouvait sans doute là-bas, ainsi que Bernache, Entrebasse, et aussi... Un sentiment de solitude me submergea soudain. Qu'il aurait été agréable de les revoir tous, de m'accouder à une table pour écouter les commérages sans fin de Sarah, de m'allonger sur le dos dans le grenier à foin et de faire semblant de croire Pogne, pendant qu'il me raconterait ces histoires invraisemblables sur les femmes avec lesquelles il aurait couché depuis que je l'avais quitté. J'essayais d'imaginer la réaction de maîtresse Pressée devant ma tenue actuelle, et je me surpris à sourire à son air scandalisé. Ma rêverie fut brutalement interrompue par un homme qui se mit à brailler un chapelet d'obscénité. Le marin le plus ivre n'aurait jamais osé profaner ainsi une fête de mariage, et je ne fus pas le seul à tourner la tête pour repérer le malotru. L'espace d'un instant, toutes les conversations se turent. Je restai les yeux écarquillés. Sur un côté de la place, à l'extrême limite de la zone éclairée par les torches, se trouvait une voiture attelée.
La grande cage qu'elle transportait renfermait 3 forgisés. Ce fut tout ce dont je ne pus me rendre compte. Ils étaient 3, et que mon vif ne réagissait nullement à leur présence. La conductrice du fourgon s'approcha de la cage à grands pas, un gourdin à la main, qu'elle cogna violemment contre les lattes en ordonnant aux prisonniers de se tenir tranquilles. Après quoi, elle se retourna brusquement vers 2 jeunes hommes, mollement appuyés à l'arrière de la voiture. Et vous? Vous leur fichez la paix, bande de lourdeaux! Leur jeta-t-elle. Ils sont pour le cirque du roi, où ils trouveront justice ou clémence. Mais en attendant, vous leur fichez la paix. C'est compris? Lily! Lily! Va chercher ces os de gigot là-bas, et donne-les à ces créatures. Et vous, je vous l'ai déjà dit, écartez-vous d'eux, ne les énervez pas. Les 2 jeunes gens reculèrent devant le gourdin en riant aux éclats, les mains levées. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'amuser un peu avec eux d'abord, lança le plus grand. Il paraît qu'à Guéderon, ils bâtissent leur propre cirque de justice. Son camarade roula des épaules. Moi, je vais y entrer au cirque du roi. Comme champion ou comme prisonnier? Cria une voix moqueuse. Les 2 jeunes hommes s'esclaffèrent et le plus grand donna une bourrade brutale, mais amicale à son compagnon. Je demeurai figé sur place. Un atroce soupçon grandissait en moi. Le cirque du roi, des forgisés et des champions. Je me rappelais l'avidité avec laquelle Royal avait regardé ces hommes me frapper de toutes parts. Un engourdissement mortel s'empara de moi, tandis que la nommée Lily traversait la foule pour revenir auprès de la voiture et jetait aux prisonniers une assiette d'os auquel s'accrochait encore de la viande. Ils se jetèrent dessus voracement, en se battant à coups de poing et de dents pour s'approprier la plus grosse part de la nourriture. Une petite foule entourait la voiture, et les gens se montraient les captifs en riant aux éclats. Je les regardais, le cœur au bord des lèvres. Ne se rendit-il pas compte que ces hommes avaient été forgisés? Ce n'étaient pas des criminels, c'étaient des maris et des fils, des pêcheurs et des fermiers des six duchés, dont la seule faute avait été de se faire capturer par les pirates rouges. J'ignorais combien de forgisés j'avais tués. Ils m'inspiraient de la répulsion, c'est vrai, mais c'était la même répulsion que je ressentais à la vue d'une jambe gangrénée ou d'un chien si couvert de gale qu'il ne subsistait aucun espoir de l'en guérir. Tuer des forgisés n'était pas pour moi affaire de haine, de punition, ni de justice. La mort était la seule issue à leurs conditions, et elle devait leur être donnée le plus promptement possible, par compassion envers les familles qui les avaient aimés. Pourtant, les jeunes gens s'exprimaient comme si les abattre pouvait être divertissant. Je regardais la cage avec une sensation de nausée au creux de l'estomac. Je me rassis lentement. Je n'avais pas fini mon assiette, mais l'appétit m'avait abandonné. Cependant, le simple bon sens me disait de me nourrir tant que j'en avais l'occasion. Je restai un long moment les yeux fixés sur la nourriture, puis je me forçai à manger. Quand je relevai le nez, je vis 2 jeunes hommes en train de me dévisager. L'espace d'un instant, je soutins leur regard, puis, me rappelant mon personnage, je baissai les yeux. Je les amusais manifestement, car ils s'approchèrent d'un air désinvolte et s'assirent à ma table, l'un en face de moi, l'autre trop près de moi. Ce dernier plissa le nez avec ostentation, puis se le couvrit de la main à la grande joie de son ami. Je leur souhaitai le bonsoir. Pour toi, c'est sûrement une bonne soirée, dit celui d'en face, un rustaud aux cheveux filasses avec un masque de taches de rousseur sur le visage. Il y a un moment que tu ne t'es pas rempli la panse comme ça, hein, clochard? C'est vrai, et je rends grâce à votre capamant pour sa générosité, répondis-je humblement. Je cherchais un moyen de me tirer sans mal de cette situation. Alors, qu'est-ce qui t'amène à paumer? Demanda l'autre. Il était plus grand que son nonchalant camarade et plus musclé. Je cherche du travail. Je plantai mon regard dans ses yeux pâles. Il paraît qu'il y a une foire à l'embauche à quai de négoce. Et à quoi est-ce qu'on pourrait bien t'employer, le clochard? À faire l'épouvantail? À moins que tu n'attires les rats hors des maisons rien qu'avec ton odeur. Il posa le coude sur la table, trop près de moi, puis se pencha en avant, comme pour bien me montrer les muscles qui se gonflaient sur son bras. J'inspirai une fois,
2 fois. Je sentais monter en moi une émotion que je n'avais plus éprouvée depuis quelque temps. Il y avait un soupçon de peur, accompagné du frémissement invisible qui me prenait quand on me défiait, et dont je savais qu'il pouvait se transformer en tremblement précurseur d'une crise. Mais il y avait aussi autre chose, dont j'avais presque oublié l'effet. La colère. Non, la rage. Cette rage ardente et aveugle qui me donnait la force de brandir une hache et de trancher l'épaule d'un homme ou de me jeter sur lui et de l'étrangler sans me soucier des coups dont il me bourrait. C'est presque avec révérence que j'assistais à sa renaissance, en me demandant quelle en était la cause. Était-ce le souvenir des amis qui m'avaient été enlevés à jamais, ou celui des batailles que j'avais vues si souvent dans mes rêves d'art récents? Peu importait. J'avais une épée au côté, et mes 2 lourdeaux n'en savaient sans doute rien, pas plus qu'ils ne savaient comment je la maniais. Ils n'avaient probablement jamais utilisé d'autre lame que celle d'une faux, jamais vu couler d'autre sang que celui d'une poule ou d'une vache. Jamais ils ne s'étaient réveillés en pleine nuit à cause d'un chien qui aboyait, en tremblant que les pirates n'arrivent. Jamais ils n'étaient rentrés d'une journée de pêche en priant que, pour que, passé le promontoire, la ville soit toujours debout. C'étaient de petits bouseux qui vivaient douillettement dans une bienheureuse ignorance au milieu d'une campagne accueillante, loin de la côte ensanglantée, sans meilleur moyen de se prouver leur virilité que de taquiner un inconnu ou de tourmenter des hommes en cage. J'aimerais que tous les enfants des Siduchés soient dans la même ignorance. Je sursautais comme si Vérité venait de poser la main sur mon épaule, et je me retins juste à temps de regarder derrière moi. Je demeurai immobile et cherchais en moi pour renouer le contact, mais je ne trouvais rien. Rien. Je n'aurais pu jurer que la pensée provenait de lui. Peut-être étaient-ce mes propres désirs que j'avais entendus. Pourtant, elle lui ressemblait tellement que je ne pouvais douter de son origine. Ma colère était retombée aussi vite qu'elle était montée, et je regardais les jeunes gens avec une sorte de surprise, étonné de les trouver encore près de moi. Des enfants, oui. Ce n'étaient que de grands gosses qui ne tenaient pas en place et qui rêvaient de s'affirmer, ignorants et insensibles, comme le sont souvent les adolescents. Eh bien, je n'avais pas l'intention de les laisser éprouver leur virilité sur moi, ni de répandre leur sang le jour de la fête de mariage de leur capamant. Je me suis peut-être imposé trop longtemps, dis-je gravement en me levant. J'avais assez mangé, et je n'avais pas besoin de la demi-chambre de bière qui restait à côté de mon assiette. Une fois debout, je vis les jeunes gens me mesurer du regard, et l'un d'eux tressaillit en apercevant l'épée pendue à ma ceinture. L'autre se dressa comme pour me barrer le passage, mais son camarade lui adressa un signe de tête imperceptible. Se sentant en terrain moins sûr, le grand gaillard s'écarta de mon chemin avec un ricanement moqueur et fit mine d'éviter de me toucher pour ne pas se salir à mon contact. Il me fut curieusement facile de passer outre à l'insulte. Je leur tournai le dos et m'enfonçai dans l'obscurité, laissant derrière moi la fête, les danses et la musique. Nul ne me suivit. Je me dirigeais vers le fleuve en sentant ma détermination grandir en moi. Ainsi, je me trouvais non loin de Gué de Négoce, non loin de Royal. J'éprouvais soudain le désir de me préparer pour notre rencontre. Cette nuit, je prendrais une chambre dans une auberge qui proposerait des bains, et là, je me laverais et me raserais, afin qu'il me regarde, qu'il voie les marques qu'il m'avait laissées, et qu'il sache qui le tuait. Et après? S'il devait y avoir un après, et que ceux qui me verraient me reconnaissent, qu'il en soit ainsi. Que tous sachent que le Fitz était revenu d'entre les morts pour appliquer la vraie justice royale à ce prétendu roi. Ma résolution ainsi affermie, je jetai un coup d'œil aux 2 premières auberges devant lesquelles je passais. De l'une d'elles sortaient des cris qui pouvaient avoir leur origine dans une rixe ou des démonstrations d'amitié excessive, et dans l'un et l'autre cas, je risquais de ne guère m'y reposer. Le porche de l'autre faisait un ventre et la porte d'entrée pendait de guingois, signe qui ne laissait rien présager de bon quant à la tenue de la literie. Je finis par en choisir une troisième, dont l'enseigne représentait une marmite et dont une torche illuminait la façade pour guider les voyageurs jusqu'à sa porte.
Comme la majorité des grands bâtiments de Paumé, celui-ci était construit en pierre du fleuve et mortier, et pavé de même. Il y avait un grand âtre à une extrémité de la salle, mais seul un petit feu d'été y brûlait, de quoi maintenir chaude la marmite de ragoût promise. Malgré mon récent repas, l'odeur réveilla mon appétit. Les clients aux tables et au comptoir étaient rares, car la fête du Capaman en avait distrait la plupart. L'aubergiste, homme a priori ordinairement accueillant, fronça les sourcils en m'apercevant. Je posai une piécette d'argent sur la table devant lui pour le rassurer. Je voudrais une chambre pour la nuit et aussi un bain. Il me toisa d'un air indécis. Le bain d'abord, dit-il enfin d'un ton catégorique. Je lui fis un grand sourire. Comme il vous plaira, bon sire. Je nettoierai aussi mes vêtements à l'extérieur. Ainsi, vous n'aurez pas à craindre que j'apporte la vermine dans votre lit. Il hocha la tête à contre-cœur et envoya un garçon chercher de l'eau chaude de cuisine. Comme ça, vous venez de loin fit-il en manière de taquinerie en me conduisant à la maison de bain derrière l'auberge. De loin, et même plus. Mais un travail m'attend à Gué de Négoce, et j'aimerais avoir un bon aspect pour m'y atteler. Je souris, car c'était l'exacte vérité. Ah, un travail? D'accord, je vois. Oui, mieux vaut vous présenter propre et reposé. Tenez, le pot de savon est là, dans le coin. N'ayez pas peur de vous en servir. Avant son départ, je lui demandai un rasoir, car il y avait un miroir dans la salle de bain, et il m'en fournit un de mon cœur. Le garçon l'apporta avec le premier seau d'eau chaude. Le temps qu'il achève de remplir le bac, j'avais taillé ma barbe de façon à pouvoir la raser commodément. Il proposa de laver mes vêtements pour une pièce de cuivre, et je ne fus que trop heureux de le laisser s'en charger. Il me les prit des bras avec un froncement du nez qui me donna la mesure du fumet que je répandais. Manifestement, ma traversée du marais avait laissé plus de traces que je ne l'imaginais. Prenant mon temps, je m'immergeai dans l'eau fumante, m'enduisis de savon mou, puis me récurai vigoureusement avant de me rincer. Je dus me laver 2 fois les cheveux avant que la mousse n'en coule blanche au lieu de grisâtre. Le liquide que je laissais dans le baquet était plus épais que l'eau crayeuse du fleuve. Pour une fois, je me rasai avec lenteur, si bien que je réussis à ne me couper qu'à 2 reprises. Quand je me lissai les cheveux, puis les nouai en queue de guerrier, c'est à peine si je reconnus le visage que je vis dans le miroir. Il y avait des mois que je ne m'étais plus regardé, et ça avait été alors dans le petit miroir de Buriche. Le visage que je voyais aujourd'hui était plus maigre que je ne m'y attendais, avec des pommettes qui m'évoquaient celles du portrait de chevalerie. La bande de cheveux blancs qui poussait au-dessus de mes yeux me vieillissait et me rappelait les marques du pelage d'un glouton. Mon front et le haut de mes joues avaient pris un hâle foncé sous le soleil de l'été, mais ma peau était beaucoup plus pâle à l'emplacement de ma barbe, si bien que la partie inférieure de la balafre qui courait sur ma joue paraissait blême. Sur ce que je voyais de ma poitrine, les côtes saillaient plus qu'autrefois. Ce corps avait du muscle, certes, mais pas assez de graisse pour huiler une poêle, comme aurait dit Mijotte. Mes déplacements constants et un régime principalement à base de viande avaient laissé des traces. Je me détournais du miroir avec un sourire mi-figue, mi-raisin. Ma crainte d'être identifié par d'anciennes connaissances était complètement apaisée. Je me reconnaissais à peine moi-même. J'enfilai mes vêtements d'hiver pour rentrer dans l'auberge. Le garçon m'assura qu'il pendrait ceux qu'il allait laver devant le feu et qu'ils seraient secs le lendemain matin. Il me conduisit à ma chambre et me souhaita la bonne nuit après m'avoir remis une bougie. La pièce, peu meublée, était propre. Elle contenait 4 lits, mais, à mon grand soulagement, j'en étais le seul occupant pour la nuit. La fenêtre, volet et rideaux ouverts à cause de la douceur de l'été laissaient entrer une fraîche brise nocturne qui montait du fleuve. En amont, je distinguais les lumières de Guédnégos. La ville semblait de belle taille. D'autres points lumineux piquetaient la route qui la séparait de Paumé. De toute évidence, j'avais atteint une région peuplée. Mieux valait dans ce cas que je voyage seul, me dis-je, en repoussant fermement l'affreux sentiment de solitude qui me saisissait chaque fois que je pensais à Œil de Nuit. Je glissai mon baluchon sous mon lit,
Les couvertures étaient rêches, mais sentaient le propre, tout comme le matelas bourré de paille. Après des mois passés à dormir à même le sol, j'avais l'impression de retrouver mon lit de plus moelleux de Castelcerre. Je soufflais la bougie et m'allongeais en pensant m'endormir comme une masse. Mais non. Au bout de quelque temps, j'observais toujours le plafond obscur. Au loin, j'entendais les échos de la fête. Plus près, c'étaient les bruits dont j'avais perdu l'habitude. Les craquements de la maison, les pas des gens qui se déplaçaient dans les autres pièces de l'auberge. Ils ne m'inquiétaient pas, plus que naguère, à la belle étoile, le vent dans les branches ou le gargouillis du fleuve près de ma cachette. Je redoutais davantage mes semblables que toute menace du monde de la nature. Mes pensées s'égarèrent vers œil de nuit. Que faisait-il ce soir? N'avait-il rien à craindre? Je m'apprêtais à tendre mon esprit, puis me ravisais. Demain, je serais à guet de négoce pour accomplir une tâche à laquelle il ne pouvait m'aider. De plus, je me trouvais désormais dans une région où il ne pouvait me rejoindre sans risque. Si mon entreprise réussissait et que je parvienne à gagner les montagnes pour y chercher vérité, je pouvais espérer qu'il se souviendrait de moi et me rattraperait. Mais si je mourais demain, il était plus en sécurité là où il était, à s'efforcer de rallier sa propre espèce et de vivre sa propre vie. En arriver à cette conclusion et juger ma décision correcte ne présentait pas de difficulté. En rester dans le droit fil était moins facile. J'aurais mieux fait de passer la nuit à marcher plutôt que m'offrir ce lit, car je m'en serais trouvé plus reposé. Jamais de toute mon existence je ne m'étais senti aussi seul. Même dans les cachots de Royal, face à la mort, j'avais eu la possibilité de contacter mon loup. Mais ce soir, dans ma solitude, je projetais un meurtre que j'étais incapable de préparer, avec au ventre la peur que Royal soit protégé par un clan d'adeptes de l'art dont j'ignorais les compétences. Malgré la chaleur de cette nuit de fin d'été, une nausée glacée m'envahissait chaque fois que j'y pensais. Ma résolution de tuer Royal n'avait pas changé. Seule vacillait mon assurance d'y parvenir. Livré à moi-même, je n'avais guère fait d'étincelle, mais le lendemain, j'avais l'intention de jouer la partie d'une façon qui ferait l'orgueil d'Imbre. Quand je songeais au clan, j'avais la certitude qui me nouait l'estomac de m'être abusé quant à ma stratégie. Me trouvais-je ici de mon propre chef, ou était-ce le résultat de quelque intervention subtile que Guillaume aurait opérée sur mes pensées pour me convaincre que me précipiter dans ses bras était la plus sûre conduite à tenir? Guillaume maniait l'art avec finesse. Il avait un toucher d'une douceur si insidieuse qu'il en était presque imperceptible. J'éprouvais soudain l'envie de pressante d'artiser, pour voir si je pouvais le surprendre en train de m'observer. Tout aussi vite, j'eus la conviction que cette impulsion provenait de son influence et qu'il me tentait afin de me pousser à lui ouvrir mon esprit. Et mes pensées continuèrent à tournoyer ainsi, à se pourchasser en cercles de plus en plus réduits, au point que j'eus presque l'impression de percevoir son amusement au spectacle que je lui offrais. Passé minuit, je sentis enfin l'assoupissement me gagner, et, abandonnant sans un remords mes pensées tourmentées, je me jetai dans le sommeil tel le plongeur résolu à sonder l'abysse. Je ne compris que trop tard l'origine de cette urgence, et je m'y serais opposé si je m'étais rappelé comment faire. Mais je reconnus autour de moi les tapisseries et les trophées qui décoraient la grande salle de Castellonde, le maître château du duché de Béarn. Les vastes portes de bois pendaient de biais, victimes du bélier qui gisait entre elles, sa terrible œuvre achevée. De la fumée flottait dans la salle et tissait des entrelacs de volutes entre les bannières commémoratives de victoires passées. Quantité de cadavres s'entassaient là où les guerriers avaient tenté d'endiguer le flot de pirates, auxquels les lourdes planches de chêne avaient cédé le passage. À quelques pas de ce rempart sanglant, une ligne de combattants résistait encore, mais dans le plus grand désordre. Au cœur d'un des noyaux de combat se trouvait le duc Brondy, flanqué de ses deux filles cadettes, Célérité et Félicité. Elles maniaient l'épée dans l'espoir vain de défendre leur père contre l'avance de l'ennemi. Et elles se battaient avec une technique et une férocité que je n'aurais pas soupçonnées en elles. On eût dit deux faucons
avec leurs visages encadrés de cheveux courts d'un noir luisant, et leurs yeux bleus sombres plissés par la haine. Mais Brondy refusait de se laisser protéger, refusait de lâcher pied devant la déferlante meurtrière des pirates. Les jambes écartées, éclaboussées de sang, il brandissait une hache de combat qu'il tenait à deux mains. À ses pieds, sous la protection de la hache tournoyante, était étendu le corps de sa fille aînée, son héritière. Une épée s'était enfoncée à l'angle de son épaule et de son cou, fracassant la clavicule avant d'ouvrir la poitrine. Elle était morte, à l'évidence. Mais Brondy ne voulait pas la quitter. Des larmes mêlées de sang ruisselaient sur ses joues. Son torse s'enflait comme un soufflet de forge à chacune de ses inspirations. Et les vieux muscles noueux de son poitrail apparaissaient par les déchirures de sa chemise. Il tenait en respect deux pirates armés d'épées, un jeune homme ardent, acharné à vaincre le duc, et un personnage vipérin qui se tenait en retrait, prêt à user de sa longue épée à la première ouverture que lui fournissait son camarade. Je vis tout cela en une fraction de seconde, et je compris aussitôt que Brondy ne tiendrait plus longtemps. Déjà, sa poigne faiblissait sur le manche visqueux de sang de sa hache, tandis que chaque goulet d'air qu'il aspirait, la gorge sèche, était en soi une torture. C'était un vieil homme, il avait le cœur brisé, et il savait que, même s'il survivait à cette bataille, Béarn tomberait aux mains des pirates. Mon âme cria d'angoisse devant son désespoir, et pourtant il parvint à faire un pas impossible en avant et à abattre son arme sur son jeune adversaire. À l'instant où sa hache s'enfonça dans la poitrine du jeune pirate, l'autre homme s'avança d'un pas lui aussi et perfora le torse de Brondy, d'un rapide aller-retour de sa lame. Le vieil homme, à la suite de son adversaire agonisant, s'effondra sur le pavage ensanglanté de son château. Célérité, occupé à batailler de son côté, eut un infime mouvement pour se retourner en entendant le cri d'horreur de sa sœur. L'homme contre qui elle luttait saisit l'occasion. Sa lourde épée enveloppa celle plus légère de la jeune fille et la lui arracha des mains. Elle recula devant son sourire empreint d'une joie féroce et, détournant le visage de la mort qui venait, vit l'assassin de son père saisir Brondy par les cheveux dans l'intention de s'emparer de sa tête comme trophée. Ce fut plus que je n'en pouvais supporter. Je me précipitai sur la hache de Brondy et en attrapai le manche poisseux de sang, comme si je serrais la main d'un vieil ami. L'arme me parut curieusement lourde, mais je la levai néanmoins, bloquai l'épée de mon assaillant, et puis, par une suite de mouvements qui auraient fait la fierté des Buriches, je la rabattis violemment sur le visage de l'homme. Avec un petit frisson, j'entendis craquer les os de son visage, mais je n'avais pas le temps de m'y arrêter. Je bondis et tranchai la main de l'homme qui voulait décapiter mon père. La hache sonna contre le pavage avec une violence qui m'ébranla les bras. Du sang m'éclaboussa soudain. Félicité venait de plonger son épée dans l'avant-bras de son adversaire, qui se dressait devant moi. J'arrondis les épaules, fis une roulade et me redressai tout en lui plantant le fer de ma hache dans le ventre. Il lâcha son épée pour s'effondrer, les mains crispées sur ses entrailles qui se déversaient de sa blessure. Suivit un instant insensé de totale immobilité dans la petite bulle de violence que nous occupions. Félicité me dévisagea d'un air abasourdi, qui se mua rapidement en expression triomphante, avant de se transformer à son tour en horreur. Ils ne doivent pas s'emparer de leur corps s'exclama-t-elle soudain. Elle releva brusquement la tête, et sa courte chevelure vola comme la crinière d'un étalon de combat. Béarn, à moi cria-t-elle, avec une évidente autorité. L'espace d'une fraction de seconde, j'observai Félicité, puis ma vision se troubla, se dédoubla, et c'est avec une célérité prise de vertige qu'il dit à sa sœur Longue vie à la duchesse de Béarn. Je fus témoin du regard qu'elles échangèrent, un regard qui exprimait leur peu d'espoir de vivre jusqu'au lendemain. À ce moment, un groupe de guerriers béarnais rompit le combat pour les rejoindre. Mon père et ma sœur, emportez leur corps, ordonna Félicité à deux d'entre eux. Vous autres, avec moi. Célérité se remit sur pied, contempla la lourde hache avec étonnement, puis se baissa pour ramasser son épée familière. On a besoin de nous là-bas, déclara Félicité, le doigt tendu, et Célérité l'accompagna pour renforcer la ligne de bataille, le temps que leurs troupes fassent retraite.
Je vis Célérité s'éloigner, cette femme que je n'avais pas aimée, mais pour laquelle j'éprouverais toujours de l'admiration, de tout mon cœur. J'aurais voulu la suivre, mais je perdais le contact avec la scène. Tout devenait ombre et fumée. Quelqu'un me saisit. Ce que tu as fait là était stupide. La voix parlait d'un ton ravi. Guillaume, me dis-je, le cœur soudain glacé. Non, mais ça aurait aussi bien pu être lui. Tu négliges tes murailles, Fitz, et tu ne peux pas te le permettre. Si fort qu'il nous appelle, tu dois rester prudent. Et Vérité me donna une poussée qui me propulsa dans ma chair. Mais vous le faites bien, vous, protestai-je. Seul me répondit le vague écho de ma propre voix défaillante dans la chambre de l'auberge. J'ouvris les yeux. Tout n'était qu'obscurité de l'autre côté de la fenêtre. S'était-il écoulé quelques instants? Plusieurs heures. Je l'ignorais, mais j'étais heureux qu'il me reste du temps pour dormir, car le terrible épuisement qui m'étreignait m'aurait interdit toute autre activité. Le lendemain matin, j'émergeais du sommeil désorienté. Il y avait trop longtemps que je ne m'étais plus réveillé dans un vrai lit, en me sentant propre de surcroît. Je chassais le brouillard de mes yeux et contemplais les nœuds de la poutre au-dessus de moi. Au bout d'un moment, je me remémorais l'auberge et la présence proche de Quai de Négoce et de Royal. Presque au même instant, je me rappelais que le duc Brondy était mort. Mon cœur se serra. Je fermai les yeux pour chasser le souvenir de la bataille, et je sentis poindre le martèlement de la migraine sur l'enclume de mon cerveau. Dans un brusque accès d'irrationalité, je rendis Royal responsable. Il avait orchestré exprès cette tragédie qui sapait mon courage et me laissait tremblant de faiblesse. Le matin même où j'avais espéré me lever reposé, plein d'énergie et prêt à tuer, j'avais à peine la force de descendre de mon lit. Quelque temps après, le garçon de l'établissement se présenta avec mes vêtements. Je lui donnai à nouveau 2 pièces de cuivre. Il revint un peu plus tard, porteur d'un plateau. L'odeur et l'aspect du bol de gruau me révulsèrent, et je compris tout à coup l'aversion que manifestait toujours Vérité lorsque, l'été, son art gardait les pirates loin de nos côtes. Les 2 seuls objets du plateau qui m'intéressaient étaient la chope et la carafe d'eau bouillante. Je quittai mon lit, tant bien que mal, et m'accroupis pour tirer mon baluchon glissé en dessous. Des étincelles dansaient devant mes yeux. Le temps que j'ouvris mon pactage et y trouve de l'écorce elfique, je haletais comme si je venais de participer à une course. Et il me fallut faire appel à toute ma concentration pour passer outre la migraine. Enhardi par la douleur qui battait dans mon crâne, j'augmentai la dose habituelle d'écorce que j'émiettais dans la chope, presque à hauteur de celle qu'Imbre donnait à Vérité. Depuis le départ du loup, je souffrais de ces rêves d'art que toutes mes murailles mentales étaient impuissantes à refouler. Mais celui de la nuit précédente était le pire depuis longtemps. Sans doute parce que j'étais intervenu dans la scène par l'intermédiaire de Célérité. Ces songes épuisaient terriblement à la fois mes forces et mes réserves d'écorce elfique. J'attendis avec impatience que l'écorce lâche son jus sombre dans l'eau fumante. Dès que je ne pus plus distinguer le fond du récipient, je m'en saisis et avalai le liquide d'un trait. Son amertume faillit me faire vomir, mais cela ne m'empêcha pas de rajouter de l'eau chaude sur l'écorce restante. Je bus cette seconde dose, plus faible que la première, avec moins de hâte, assis au bord de mon lit, en contemplant les lointains par la fenêtre. Je jouissais d'une belle vue sur le paysage plat du bord du fleuve. À la sortie de Paumé, je distinguais des champs cultivés et des vaches à lait dans des pâtures encloses. Plus loin s'élevait la fumée de petites fermes le long de la route. Entre Royal et moi ne s'étendait plus ni marécage, ni région sauvage. Désormais, j'allais devoir me déplacer comme un homme. Ma migraine s'était calmée. Par un effort de volonté, je mangeais le gruau sans tenir compte des menaces de mon estomac. Je l'avais payé, et, avant la fin du jour, je serais content d'avoir eu le ventre plein. J'enfilai les vêtements que le garçon m'avait rapportés. Ils étaient propres, mais c'était à peu près tout ce qu'on pouvait en dire.
La chemise, déformée, présentait tout un degré de brun, et les chausses, usées jusqu'à la corde aux genoux et aux fesses, étaient trop courtes pour moi. En mettant les chaussures que je m'étais fabriquées, je pris conscience de leur état lamentable. Depuis si longtemps, je n'avais plus à songer à l'aspect que je présentais aux autres, et je restais stupéfait de me voir vêtu plus pauvrement que le dernier des mendiants de Castelcerre. Pas étonnant que j'eusse excité la pitié et le dégoût le soir précédent. N'importe quel individu habillé comme je l'étais m'aurait inspiré les mêmes sentiments. Je frémis à l'idée de descendre ainsi accoutré. La seule autre solution, toutefois, était d'enfiler mes vêtements d'hiver, en laine bien chaude, et de suer à grosses gouttes toute la journée. Le bon sens commandait donc de sortir tel que j'étais, mais j'avais désormais tellement l'impression de prêter à rire que j'aurais voulu pouvoir m'exclipser sans être vu. Alors que je refaisais vivement mon baluchon, j'eus un instant d'effroi en me rendant compte de la quantité d'écorce elfique que j'avais consumée en une seule fois. Pourtant, je me sentais bien éveillé, sans plus. Un an plus tôt, avec la même dose, je me serais retrouvé à faire le cochon pendu, accroché aux poutres. Je me repris fermement, comme pour mes vêtements et en haillons. Je n'avais pas le choix. Les rêves d'Arles ne cessaient de me tourmenter, et je n'avais pas le temps de me reposer pour permettre à mon corps de se remettre par ses propres moyens, et encore moins l'argent nécessaire pour m'offrir une chambre ou opérer ma convalescence. Néanmoins, tout en descendant les marches, mon pactage en bandoulière, je songeais que la journée commençait de bien piètre façon. Entre la mort de Brondy, la chute du duché de Béarn aux mains des pirates, mes affusios d'épouvantail et les corps elfiques en guise de béquilles, j'avais de quoi avoir les idées noires. Au fond, quelles étaient mes chances de franchir les murailles et la garde qui protégeait Royal, et de l'éliminer? Un des effets de l'écorce elfique, m'avait dit un jour Burish, était de rendre l'utilisateur d'humeur lugubre, ce qui expliquait les sombres pensées qui me traversaient. C'était tout. Je dis adieu à l'aubergiste. Il me souhaita bonne chance. Dehors, le soleil était déjà haut. Encore une belle journée en perspective. Je me mis en route d'un pas régulier vers Gué de Négoce. En atteignant la sortie de Paumé, je tombai sur un tableau inquiétant. Deux gibets se dressaient au bord de la route, un cadavre pendu à chacun. Comme si le spectacle n'était pas assez effrayant, d'autres objets leur tenaient compagnie. Un poteau pour les condamner au fouet, et deux billots. Le bois n'avait pas encore eu le temps de s'argenter au soleil. Ils étaient de fabrication récente, et pourtant, à leur aspect, ils avaient déjà beaucoup servi. Je passais devant eux en pressant le pas, mais je ne pus m'empêcher de me rappeler que j'avais bien failli décorer de semblables instruments. Seul m'en avait sauvé mon appartenance, par la cuisse gauche, à la famille royale et l'antique décret qui interdisait d'en pendre les membres. Je me rappelais aussi l'évident plaisir que Royal avait pris à me voir battre. Avec un second frisson d'angoisse, je me demandais où se trouvait Imbre. Si la soldatesque de Royal parvenait à le capturer, nul doute que le nouveau roi mettrait promptement fin à ses jours. Je m'efforçais de ne pas l'imaginer grand, maigre et grisonnant sur un gibet en plein soleil. Mais aurait-il vraiment droit à une mort si prompte? Je secouai la tête pour chasser mes tristes pensées et laisser derrière moi les pauvres épouvantails suspendus qui tombaient en loques comme du linge oublié sur la corde. D'un recoin funèbre de mon âme monta l'idée que même eux étaient mieux vêtus que moi. Sur la route, je dus souvent laisser la place à des charrettes et à des troupeaux. Le commerce se portait bien entre les deux villes. Sorti de Paumé, je longeais quelque temps des fermes bien tenues derrière lesquelles s'étendaient les champs de céréales et les vergers attenants. Plus loin, ce furent des propriétés de campagne, avec de confortables demeures en pierre à l'ombre de grands arbres, des massifs de plantes autour de solides granges, et des chevaux de chasse et de monte dans les pâtures. À plus d'une reprise, j'eus la conviction de reconnaître en eux des animaux de Castelcerre. Ensuite, ce furent de vastes champs, principalement de lin ou de chanvre, puis des propriétés plus modestes que les précédentes, et enfin
je vis les abords de la ville. Du moins, crus-je d'abord qu'il s'agissait d'une simple ville. Mais en fin d'après-midi, je me trouvais au cœur d'une véritable cité aux rues pavées, dans lesquelles les gens allaient et venaient, occupés à toutes les activités imaginables. Je me surpris à contempler ce décor avec ahurissement. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Il y avait là des boutiques, des tavernes, des auberges et des écuries en nombre incalculable, et pour toutes les bourses. Et l'ensemble s'étalait dans ce plat pays, bien au-delà de ce qu'il était possible pour une ville de serre. J'arrivais dans un quartier où abondaient les jardins, les fontaines, les temples, les salles de spectacle et les écoles. Je traversais des parcs où des sentiers gravillonnés et des allées pavées circulaient entre les massifs, les statues et les arbres. Les gens qui s'y promenaient à pied ou dans des voitures portaient des atours qui n'auraient pas détonné dans les cérémonies les plus officielles de Castelserre. Certains arboraient la livrée or et brun de Bauge. Et pourtant, les habits de ces serviteurs étaient plus somptueux que tout ce que j'avais possédé. C'était donc là que Royal avait passé tous les étés de son enfance. Il n'avait toujours eu que mépris pour Bourg de Castelserre, qu'il considérait comme un trou perdu, ou à peu près. J'essayais d'imaginer un enfant devant quitter tant de splendeur pour retrouver un château en proie au courant d'air, dressé sur une falaise battue par la pluie et les tempêtes, au-dessus d'un petit port malpropre. Rien d'étonnant à ce qu'il se soit transporté avec toute sa cour à Gué de Négoce aussi vite que possible. Tout d'un coup, je ressentais comme un soupçon de compréhension à l'égard de Royal, et cela me mit en colère. Il est bon de bien connaître l'homme qu'on veut abattre, mais il est néfaste de le comprendre. Je me rappelais qu'il avait tué son propre père, mon roi, et ma résolution s'en trouva raffermie. Durant mes déambulations dans ces quartiers prospères, j'attirais plus de regards de pitié. Si j'avais projeté de gagner ma vie en tant que mendiant, ma carrière eût été florissante. Mais je préférais chercher des alentours et des gens plus humbles, auprès desquels j'avais des chances d'entendre parler de Royal, de son château de Guédenégoce, de son organisation et des forces qui le gardaient. Je descendis donc vers le fleuve en pensant m'y trouver plus à mon aise. Là, je découvris le vrai motif de l'existence de Guédenégoce. Comme le nom de la ville l'indiquait, le fleuve à cet endroit s'élargissait sur un immense fond de pierre et de gravier. Il s'étendait si loin que la rive opposée disparaissait dans la brume et que le fleuve semblait toucher l'horizon. Je vis des troupeaux entiers de bétail traverser l'Avin, tandis que, en aval, des bacs profitaient d'une eau plus profonde pour transporter d'une berge à l'autre des marchandises en une incessante noria. C'était là que le commerce de la Bourg rencontrait celui de Bauge, là qu'affluaient fruits, grains et bétail, là qu'étaient débarquées les denrées venues de Serre, de Béarn, de contrées plus lointaines, et envoyées chez les nobles qui avaient les moyens de se les offrir. En des temps plus cléments, Guy de Négoce avait accueilli les produits du royaume des montagnes et des territoires qui s'étendaient au-delà. Ambre, fourrures somptueuses, ivoire sculpté, rares écorces odorantes des déserts des pluies. Là encore, on apportait le lin afin d'en faire les fins tissus de Bauge. Le chanvre dont on tirait la fibre des cordages et des voiles. On me proposa du travail pour quelques heures. Ma tâche consistait à transférer des sacs de grains d'un petit bac sur un chariot. J'acceptais, plus pour les conversations que pour les pièces de cuivre, mais je n'en appris guère. Nul ne parlait des pirates rouges, ni de la guerre, qui faisait rage sur les côtes, sinon pour se plaindre de la mauvaise qualité et du coût des rares articles qui en provenaient. Du roi royal, il ne fut guère fait mention, sauf pour s'enorgueillir de son talent à séduire les femmes et à tenir l'alcool. Je ressentis un choc en l'entendant décrire comme un roi monte bien, du nom de la lignée royale de sa mère. Puis je jugeais aussi bien qu'il ne se dit pas loin voyant. C'était un trait de moins à partager avec lui. En revanche, j'entendis beaucoup parler du cirque du roi, et ce que j'appris me glaça les sangs. Le duel comme moyen de défendre la vérité de ses propos est un concept ancien dans les six duchés. À Castelserre se dressent les grands piliers des pierres témoins, et l'on dit que, lorsque deux hommes s'y rencontrent pour régler un différend avec leurs poings,
Elle et Eda eux-mêmes assistent au combat et veillent à ce que la justice soit respectée. Pierre et coutume datent d'un âge reculé. L'expression justice du roi désignait souvent, à Castelcerre, le travail discret qu'Imbre et moi accomplissions pour le roi Subtil. Certains venaient soumettre une supplique publique à Subtil, lui-même, et se pliaient ensuite à sa décision. Mais, parfois, d'autres injustices parvenaient aux oreilles du roi, et l'on voyait Imbre, moi-même, faire secrètement sentir le poids de sa volonté aux malfaisants. J'avais ainsi donné la mort, parfois avec une rapidité miséricordieuse, parfois avec une lenteur à but punitif. J'aurais dû y être endurci. Mais l'objet du cirque du roi royal était plus le divertissement que la justice. Le principe était simple. Ceux que le roi avait jugés mériter une punition ou la mort y étaient envoyés pour affronter soit des animaux affamés et excités jusqu'à les rendre enragés, soit un homme, le champion du roi. De temps en temps, un criminel qui donnait un excellent spectacle pouvait être l'objet de la clémence royale, voire devenir champion du roi. Les forgisés n'avaient pas droit à de telles grâces. Ils étaient jetés dans l'arène pour s'y faire dévorer par les fauves, ou, eux-mêmes affamés, pour se battre à mort contre d'autres contrevenants. Ces épreuves avaient récemment acquis une grande popularité, si grande que le cirque du marché de gué de négoce, où la justice était alors rendue, ne suffisait plus à contenir les spectateurs, et Royal en faisait bâtir un spécial. Plus près de sa demeure pour la commodité des déplacements, il devait être muni de cellules et de murailles mieux à même d'éviter aux bêtes et aux prisonniers tout contact avec l'extérieur, et de sièges pour ceux qui venaient observer l'application de la justice du roi. La construction du cirque du roi apportait un regain de commerce et d'emploi à la cité de quai de négoce, et le peuple y voyait une excellente initiative après l'interruption des échanges avec le royaume des montagnes. Je n'entendis personne élever la moindre objection contre ces procédés de justice. Une fois le chariot plein, je touchai ma paye et suivis les autres ouvriers dans une taverne proche. Là, en plus de bière, je pouvais acheter une poignée d'herbes et louer un brûloir à fumer pour la table. L'air à l'intérieur de l'établissement était lourd de leur vapeur et me piqua bientôt les yeux et la gorge. Personne d'autre ne paraissait en être incommodé, ni même particulièrement affecté. Mais l'usage d'herbes brûlées comme drogue ne s'était jamais répandu à Castelcerre, et je n'y avais jamais acquis de résistance. L'argent que j'avais gagné me permit de m'offrir une portion de boudin, au froment et au miel, avec une chope de bière très amère dont le goût m'évoqua l'eau du fleuve. Je demandai à plusieurs personnes s'il était exact qu'on engageait des palefreniers pour les écuries personnelles du roi, et si oui, où il fallait se présenter. Qu'un individu comme moi voulut travailler pour le roi lui-même en amusa la plupart, mais comme je m'étais fait passer pour un peu simple d'esprit pendant que j'œuvrais à leur côté, je pus accueillir leurs suggestions et leur humour grossier avec un sourire vide. Un plaisantin finit par me dire d'aller voir le roi en personne, et m'indiqua le chemin du château de Guédenégos. Je le remerciai, terminai ma bière, et me mis en route. J'avais imaginé un bâtiment en pierre bardé de murailles et de fortifications, et c'est ce que je cherchais en suivant la direction indiquée, qui m'éloignait du fleuve. Mais j'arrivai devant une petite colline, si l'on peut ainsi désigner une aussi modeste élévation de terrain, dont la relative altitude fournissait une vue dégagée sur le fleuve, et les splendides édifices qui s'y dressaient en avaient amplement tiré profit. Figé sur la route envahie de circulation qui passait en dessous, c'est tout juste si je ne restais pas bouche bée devant ce tableau. Le château que j'avais devant moi n'avait aucun des aspects martiaux et revêches de Castelcerre. L'allée de gravillons blancs, les jardins et les arbres entouraient une demeure à la fois grandiose et accueillante. Le château de Guédenégos et ses dépendances n'avaient jamais servi de forteresse ni de citadelle. L'ensemble avait été conçu dans l'optique d'une résidence élégante et coûteuse. Des motifs décoratifs étaient sculptés dans les murs de pierre, et les entrées étaient surmontées d'arches gracieuses. Il y avait bien des tours, mais nulle meurtrière ne perçait leurs flancs. Et l'on comprenait qu'elles avaient été dressées pour offrir à leurs occupants une plus large vue sur le paysage, pour le plaisir plus que par méfiance.
Il y avait aussi une enceinte qui séparait la demeure de la route publique encombrée. Mais c'était une enceinte basse, en grosse pierre, couverte de mousse et de lierre, pleine de recoins et de niches où des plaintes grimpantes fleuries encadraient des statues. Une large chaussée menait droit au bâtiment principal, tandis que des allées et des chemins plus étroits invitaient à jouir des bassins ornés de nénuphars, des arbres fruitiers adroitement taillés ou des promenades calmes et ombragées, car quelques jardiniers visionnaires avaient planté là des chênes et des saules au moins un siècle plus tôt. Et aujourd'hui, ils se dressaient, majestueux, dispensant leur ombre au murmure du vent de leur feuillage. Toute cette beauté s'étendait sur une superficie supérieure à celle d'une ferme de bonne taille, et j'eus du mal à imaginer un souverain qui eût à la fois le temps et les moyens de créer un tel palais. Était-ce ainsi que l'on pouvait vivre si l'on n'avait pas besoin de navires de guerre ni d'armées permanentes? Patience avait-elle connu ce genre de magnificence chez ses parents? Était-ce ce dont le fou créait l'écho dans sa chambre par ses vases de fleurs délicats et ses aquariums aux poissons d'argent? Je me sentais soudain sale et grossier, et ce n'était pas à cause de mes vêtements. C'est ainsi, me dis-je, tout à coup, que doit vivre un roi, au milieu de l'art, de la musique et de la grâce. Il élève l'existence de ses sujets en fournissant un lieu où de telles choses peuvent naître et s'épanouir. J'avais un aperçu de mon ignorance, et, pire, de la laideur d'un homme formé uniquement à tuer ses semblables. Et j'éprouvais une brusque colère à l'idée de tout ce qu'on ne m'avait jamais appris, de tout ce qu'on m'avait maintenu scellé. Royal et sa mère n'y avaient-ils pas eu leur part, eux aussi, en obligeant le bâtard à rester à sa place? On avait fait de moi un outil fonctionnel et disgracieux, tout comme on avait fait de Castelcer, rocailleux et aride, une citadelle, et non un palais. Mais que demeurait-il de toute cette beauté si Castelcer ne se dressait pas comme un molosse, les croix nues, à l'embouchure du fleuve Serre? J'eus l'impression de recevoir une douche glacée. C'était vrai. Telle était la raison pour laquelle Castelcer avait été construit à l'origine, pour commander la circulation sur le fleuve. Si la forteresse tombait aux mains des pirates, les grandes voies d'eau du royaume seraient autant de routes grandes ouvertes pour leurs vaisseaux à faible tirant d'eau. Ils plongeraient comme une dague dans le ventre mou des six-duchés. Ces nobles indolents et ces garçons de ferme effrontés se réveilleraient la nuit au milieu des cris et de la fumée, sans forteresse où se réfugier, sans garde pour les défendre. Et, avant de mourir, peut-être comprendraient-ils ce que d'autres avaient enduré pour garantir leur sécurité. Peut-être se répandraient-ils en plaintes et en injures contre un roi qui avait fui les remparts du bord de l'océan pour se cacher et s'étourdir dans les plaisirs de l'intérieur. Mais j'escomptais que ce roi mourrait avant eux. Prudemment, je me mis à faire le tour du château de Guédenégos. Il fallait faire la part entre un accès facile et un accès discret. De même que je devais songer à une voie de sortie. Je voulais en apprendre autant que possible sur le château de Guédenégos avant la nuit.